La bande de Gaza est interdite aux journalistes et aux observateurs pour pouvoir témoigner de l'intérieur. Vous avez intégré l'association Médecins sans frontières. Pourquoi vous avez voulu y aller pour écrire ce livre, Un historien à Gaza, c'est aux arènes? Pourquoi vous avez voulu y aller? Je ne pouvais plus supporter de regarder cette horreur de loin. J'avais beau compiler toutes les documentations possibles, toutes les cartes, les images, je sentais que je perdais pied face à une réalité qui me submergeait et que je devais retrouver sur place. Donc il n'y avait pas d'autre moyen effectivement qu'une mission humanitaire, Médecins sans Qu'on peut frontières. dire que ce n'est pas la place d'un historien, Ah, pour moi, c'est plus la d'un place. grand reporter. Non, pour moi, c'est la place d'un historien. Je suis allé à Alep pendant la guerre de Syrie. Je vais en Ukraine régulièrement pour enseigner l'histoire du Moyen-Orient dans un conflit qui, à mon avis, a une dimension moyen-orientale trop méconnue. Et donc, je me devais d'aller sur place pour que mes mots sur Gaza retrouvent un sens, mais aussi parce que je voulais retrouver ces femmes et ces hommes. Je ne pouvais plus supporter d'être séparé d'eux par cet océan d'incompréhension, de douleur. Et donc, voilà, ça a pris quand même beaucoup de temps pour le faire. Et puis, voilà. Sauf que vous le dites sur la couverture du livre, vous n'étiez pas préparé à ce que vous avez vu. Non, parce que c'est... Je ne vais pas dire que c'est indicible vu que j'ai essayé d'en faire un livre, et j'espère que mes mots sont assez forts et assez justes pour retranscrire, merci, cette réalité. J'ai beaucoup douté avant de les coucher sur le papier. Pourquoi vous avez douté? Parce que je me sentais... là-bas, le sentiment d'impuissance est généralisé. Vous avez écrit sur place ou alors vous avez écrit en revenant ici? Je ne pouvais pas ne pas écrire sur place. On ne l'a pas dit, mais vous y étiez en décembre et janvier, de mi-décembre à mi-janvier. Je ne pouvais pas ne pas écrire sur place parce que cette expérience était tellement forte et tellement effectivement dérangeante, troublante, bouleversante. J'ai mis plusieurs jours juste à reprendre mes repères parce que la Gaza que je connaissais avait disparu. Il n'y avait plus de rues, il n'y avait plus de maisons, il n'y avait plus de monuments. Et quand je voyais une colline, ce n'était pas une colline, c'était un amas de décombres, un amas de ruines. Et donc il a fallu ce temps d'adaptation, que je retrouve ces marques et que je retrouve aussi le sens du témoignage, parce que dans les premières heures, les premiers jours, j'étais complètement submergé par toutes ces détresses que l'on partageait, tous ces deuils que l'on me racontait, avec beaucoup de pudeur. Les Palestiniens, les Palestiniennes de Gaza sont très pudiques. Et parfois, c'était vraiment des histoires à fendre tout, à fendre le cœur, à fendre l'âme. Et donc, il fallait que je les écrive sur place. Et il fallait évidemment que tout ça soit mis en ordre de retour à Paris. J'ai tenu à retourner en Ukraine avant de terminer ce livre pour continuer à préserver cette vision plus large, pour ne pas être totalement immergé dans ce qui aurait pu l'être, dans cet océan de douleur de Gaza, et donc livrer ce texte, ce témoignage, mais aussi cet hommage à ces femmes et à ces hommes qui, malgré tous les traitements inhumains qui leur sont infligés jour après jour, arrivent à conserver leur dignité de père, leur dignité de mère, et puis évidemment il y a les enfants, et là on est complètement désarmé face à... Les pages sur les enfants sont déchirantes. Oui. Vous parlez arabe couramment. Qu'est-ce que les Gazaouis vous ont dit? Déjà, ils me parlaient sans filtre. Ils me racontaient, avec leur expression, leurs proverbes. Ils parlaient d'avant la guerre comme les jours heureux, les jours doux, Ayam al-Halwe. Alors que j'ai connu quelques conflits dans ces jours d'avant le 7 octobre 2023, et c'était tout sauf gai, mais évidemment, il l'idéalise maintenant. Et puis, retrouver le fil des mémoires, des expériences, des engagements, des trajectoires. Il faut savoir qu'ils ont été déplacés en moyenne 5 fois, c'est-à-dire que 5 fois, ils ont tout perdu. Certains 8 fois, 9 fois, 10 fois, plus. Et quand vous parliez avec ces Gazaouis, est-ce qu'ils vous ont parlé du 7 octobre? Est-ce qu'ils vous ont parlé du Hamas? Ou est-ce que vous leur en parliez? Bien sûr, moi je n'ai aucun sujet interdit, mais je sais aussi que
D'abord, je sais toujours où je suis. Moi, j'ai toujours été un opposant déclaré, affiché au Hamas. Mais l'être dans la bande de Gaza en ce moment, c'est un tout autre défi que de parader ici ou là à des milliers de kilomètres. Donc mes opinions sont connues. Donc ceux qui étaient plutôt opposants se confiaient volontiers à moi. Les autres étaient... Ils peuvent le faire? À moi, oui, parce que je ne cite vous, aucun oui. nom. Ouais. Mais il faut savoir... Oui. Parce que, en fait, il y a deux plans qui se mélangent. L'horreur actuelle, ce que vous décrivez, le drame, bien sûr, on ne peut qu'être ému. Mais puisque vous êtes historien et que vous avez écrit l'histoire de Gaza, est-ce qu'on peut dire que le Hamas, c'est la malédiction de Gaza? En tout cas, c'est le monstre que 2 décennies de blocus ont fait naître et proliférer dans une population qui ne rêvait que de paix. Le blocus existe parce que le Hamas a pris le pouvoir à Gaza en 2006. Alors là, l'origine du blocus, ou non? Oui, bien sûr, c'est ça qu'il a... Mais à partir du moment, et très tôt, j'ai montré, et j'ai pu comme historien prouver, que le blocus ne faisait que renforcer la domination du Hamas. Sa mainmise, son quadrillage de la population. Dans un monde arabe qui est quadrillé par les polices politiques, les polices en tout genre, la bande de Gaza est le territoire arabe où il y a la plus grande densité de flics, d'indiques, de répression qui s'acharnent sur la population locale. Donc le Hamas, lui, est là et lui peut frapper. Et le Hamas a un châtiment de prédilection, c'est le tir dans les rotules qui laisse mutilé à vie et qui désigne la victime au lieu d'être une victime en disant, vous voyez, lui c'était un espion, lui c'était un collabo et le Hamas l'a frappé. Donc le Hamas fait peur. Et cette peur, elle on la imbibe. Sent Ah ben bien sûr. Comment on la sent? On la sent à des silences. On la sent au fait que justement, on ne dit pas le nom, ou on dit, on a des mouvements... On ne dit pas le mot Hamas. On peut le dire, mais dans certaines circonstances, pas d'autres. Tout est question de contexte, tout est question des gens qui sont présents, tout est question de celui qui pourra éventuellement rapporter, ne pas rapporter. C'est une société très dense, et a fortiori la concentration d'1 million à 1,5 million de personnes sous des tentes sur 30-40 km² fait qu'il n'y a plus aucune intimité. Donc le Hamas règne aussi par cette ubiquité. Est-ce qu'on sait quel est l'état aujourd'hui du Hamas? Est-ce qu'on peut estimer le nombre de personnes encore disponibles? Alors c'est intéressant. Vous dites la piétaille. Oui, parce que quand vous dites le Hamas, dans votre tête, vous pensez Hamas armé, j'imagine. Organisation, oui. Donc, organisation armée. Il faut savoir que le Hamas est un mouvement politique qui a une branche armée. Donc, la branche armée, c'est 20-30 000 miliciens. Et les pertes infligées par Israël ont largement été compensées par le recrutement de jeunes dont la famille a été liquidée, la volonté de revanche. Et on le voit, là, ce sont des images... Je suis resté pendant 1 mois d'hostilité ouverte, intense, et les premiers jours de la trêve. Et à ce moment-là, c'est très intéressant parce qu'en fait, si les images que vous voyez, on les voit au drone, on se rend compte qu'il n'y a pratiquement personne autour. C'est une mise en scène de la propagande islamiste. Leurs uniformes sont à l'évidence pas très usés. Ils ne se sont pas beaucoup battus, sans doute, parce qu'ils ont remplacé d'autres qui l'ont été et qui ont été tués. Et puis après, il y a l'appareil politique du Hamas. Et puis, il faut se rappeler que le Hamas, pendant toutes ces années de blocus, avait le gouvernement de la bande de Gaza, donc à des administrations, des municipalités. Donc c'est pour ça que quand on parle du Hamas, il faut savoir de quelle réalité. Mais c'est sûr que ce qui fait peur, c'est ce qu'on appelle sur place, alors c'est l'avantage de parler arabe, parce qu'on les appelle les drones. Donc des Palestiniens appellent d'autres Palestiniens par le nom alors ça, pour le coup, c'est une malédiction, parce que 24 heures sur 24, vous avez le ronron assourdissant des drones israéliens au-dessus de votre tête. Donc ça veut dire qu'ils les perçoivent de la même façon, comme une menace qui s'infiltre dans leur intimité, dans leur intégrité familiale. Donc les gens font très attention, très attention. Mais il y a eu récemment des manifestations contre le Hamas.
Je vous dis, moi j'avoue, deux ouais. Palestiniens qui étaient très nombreuses, qui m'ont surpris par le courage qu'il fallait pour oser défier le Hamas dans ces conditions dans la bande de Gaza. La réaction israélienne a été très simple, ils ont intensifié les bombardements, donc ils ont, mais littéralement, étouffé un mouvement de contestation qui aurait pu se développer en véritable alternative Parce que la politique. présence du Hamas arrange le gouvernement israélien, d'une certaine manière, c'est ce que vous voulez dire? Non, je pense que les Israéliens ne savent plus pourquoi ils font cette guerre. Il y a plus d'une année qu'il n'y a plus d'objectif militaire à Gaza. Quant aux libérations d'otages, seul un petit nombre a été réalisé de vive force. L'écrasante majorité l'a été par des échanges. Donc on voit que en fait, Netanyahou conduit cette guerre pour des raisons de politique intérieure, que je n'hésite pas à qualifier de basse politique, et qu'il entraîne tout un État derrière lui. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour Israël et son avenir. Quand on voit les images qu'on est habitué à voir depuis le 7 octobre, c'est quoi la lueur d'espoir en fait? Ben déjà, pour moi, la lueur d'espoir, je la voyais dans les yeux de ces femmes et de ces hommes qui n'avaient pas perdu leur humanité, malgré tout, malgré ce qu'ils avaient vécu, où on les a vraiment réduits à moins que rien. Il n'y a pas la soif de vengeance? En tout cas, elle n'a jamais été exprimée devant moi. Et il y a l'obsession de la vie, de la survie, parce qu'il faut savoir qu'on peut mourir à tout moment, quand on a obéi à un ordre, quand on n'a pas obéi à un ordre, que les ordres d'évacuation israéliens sont sur la base de blocs qui n'ont aucune réalité sur le terrain, qui sont vraiment virtuels. Ils ont peut-être un sens sur des écrans de l'autre côté, mais donc on ne sait pas s'il faut tourner à droite, s'il faut tourner à gauche, il ne faut pas bouger. Mais c'est l'idée de la dignité. Moi j'étais frappé, donc à Médecins sans frontières. Médecins sans frontières emploie des centaines de Palestiniens à Gaza, distribue de l'ordre de 20% de l'eau potable, ce n'est pas uniquement l'assistance médicale. Et je les voyais arriver au travail, ils étaient propres, dignes, et je savais de quelle tente, de quel enfer boueux, après quelle nuit de détresse ils arrivaient. Et cette volonté de rester ainsi, droit, là les images de distribution sont... L'idée de s'avilir en mendiant, l'idée de s'abaisser, c'est une violence qu'ils se font à eux-mêmes. C'est de la vie, et pourtant il y a des pages dans votre livre qui décrivent un futur qui va être très compliqué, ne serait-ce qu'au niveau de la maternité. Vous parlez des femmes, vous parlez des mères. Sur les femmes. Vous parlez de 12% de mortalité infantile, ce qui est complètement inimaginable. Vous parlez de 28% de prématurés, de l'impossibilité d'allaiter parce qu'on est trop faible, de l'absence de lait maternisé. On se demande évidemment comment reconstruire un futur sans enfants. Alors, bon, les enfants sont là, les enfants sont les plus traumatisés de tous. Les spécialistes, que je ne suis pas, estiment que tous les enfants ont besoin au moins d'accompagnement psychologique, si ce n'est évidemment de psychothérapie. Il ne faut surtout pas faire de thérapie actuellement parce que la seule chose qui permet aux enfants ou aux adultes de tenir debout, c'est la carapace de survie. Et si on l'ébréchait, en fait, tout pourrait s'écrouler. C'est les phénomènes de décompensation individuelle ou collective. Donc effectivement, c'est terrible. Et en même temps, ils m'ont tous fait promettre, jurer, que je reviendrai dans une Gaza apaisée, dans une Gaza reconstruite. C'est leur terre. Beaucoup d'entre eux ont souffert des malheurs terribles pour ne pas la quitter, pour essayer de s'y accrocher. Il y a encore des gens qui sont dans leur maison, qui ont refusé tous les ordres d'évacuation et qui, bon, là, il ne reste plus qu'un étage ou deux, mais ils ne bougent pas. Et c'est ça qui fait... En fait, c'est cette humanité, d'abord, qui redonne foi en notre humanité commune, mais aussi qui donne foi en l'avenir. Et en plus d'un mois, j'ai entendu quelques débordements, mais je n'ai pas entendu de discours de haine. Et les rêves qu'on m'exprimait, et voilà, ça a été rappelé, j'ai quand même un accès direct, sans filtre, pas besoin d'intermédiaire, de traducteur, etc., étaient tout simplement d'une vie normale,
d'une vie comme les autres. Et c'est cela aussi qui me fait croire qu'il y aura un après. Mais ça, ce n'est pas les gens de Gaza qui peuvent le construire. Déjà, on voit que pour survivre, un jour après l'autre, ils sont suspendus à l'entrée d'un camion, de 5 camions, de 10 camions, alors que des tonnes d'aide, des pyramides d'aide, littéralement, sont accumulées aux frontières et pourraient accéder à Gaza si seulement on le voulait. Hein. Et c'est une tragédie au sens absolu. Et c'est aussi une tragédie parce qu'il ne faut se faire aucune illusion. Tout le monde est perdant. Il n'y a aucun gagnant à Gaza. Personne n'a remporté quelque victoire que ce soit.